26 février 1991, dans la région frontalière entre l'Irak et le Koweït, 03h00. Le sol du désert tremble, mais pas à cause d'un tremblement de terre. C'est le grondement sourd et au ralenti d'une division mécanisée retranchée. À l'intérieur du ventre métallique exigu d'un char T-72, un commandant irakien force ses yeux contre le périscope. À l'extérieur, la nuit est absolue. La fumée des puits de pétrole en feu, au sud, a effacé les étoiles, transformant le champ de bataille en un vide noir d'encre. La visibilité est pratiquement nulle. Il s'agit de la garde républicaine. Ce ne sont pas des conscrits. Ce sont des vétérans d'élite endurcis par 8 années de guerre contre l'Iran. Ils connaissent la guerre des chars. Ils savent que par ce temps, et à cette heure, le champ de bataille est statique. Pour engager une cible, il faut la voir. Pour la détruire, il faut être à portée. Dans la doctrine de la guerre blindée qui leur a été enseignée par les conseillers soviétiques, l'enveloppe létale du canon d'un char est rigide 2000 mètres, peut-être 2500, si le tireur est exceptionnel et si le temps est clair. Au-delà, les projectiles à énergie cinétique perdent leur vitesse. La dérive du vent ruine la précision et la probabilité d'un coup au but chute presque à zéro. Le commandant vérifie sa position. Ils font partie d'un écran défensif en position hull down, dissimulé derrière un remblai de sable. Ils attendent que l'offensive terrestre de la coalition s'écrase dans leur zone de destruction. Ils se sentent en sécurité. Les forces américaines et britanniques sont à des kilomètres de simples fantômes sur une carte. Aucun bruit de moteur porté par le vent. Aucune signature thermique sur leur viseur infrarouge primitif. Rien que le silence du désert. Puis la physique se brise. Il n'y a aucun éclair de bouche au loin. Aucun avertissement. Il n'y a qu'un événement soudain et violent de surpression. Un instant, le char T-72, immédiatement à droite du commandant, est immobile, plongé dans le silence. L'instant d'après, il cesse d'exister en tant que véhicule de combat. Un pénétrateur, hypervéloce, voyageant plus vite que la vitesse du son, frappe l'anneau de la tourelle. Le transfert d'énergie cinétique est si massif que le véhicule de 40 tonnes tremble violemment. Le carrousel de munitions à la base de la tourelle, le plancher fatal du système de chargement automatique soviétique, détonne instantanément. La tourelle pesant 12 tonnes est arrachée de la caisse et projetée dans les airs, comme un couvercle de boîte de conserve. L'onde de choc frappe le char du commandant, une fraction de seconde plus tard. Il hurle dans la radio exigeant un rapport de situation. Son équipage s'agite, la panique monte dans leur voix. « Mine, on a touché une mine !» crie le tireur. « Négatif !» rugit le commandant en retour. « Pas de mine, nous sommes en position défensive. » C'était une frappe aérienne. Ça ne peut être qu'une frappe aérienne. Une bombe, guidée par laser, larguée par un avion invisible au-dessus des nuages. C'est la seule explication logique. Aucun char sur Terre ne peut tirer avec une telle précision dans l'obscurité totale sans révéler sa position. Mais cela se produit à nouveau 3000 mètres plus loin sur la ligne. Une autre boule de feu éclate, puis une autre, encore. Le rythme est lent, méthodique et terrifiant. Craquement, explosion, craquement, explosion. Le réseau radio irakien sombre dans le chaos. Les commandants de bataillon hurlent pour obtenir des coordonnées, mais il n'y a aucune coordonnée à donner. Ils balayent l'horizon avec leurs optiques désespérément, à la recherche d'un éclair de bouche d'un traceur, de n'importe quoi, qui indiquerait l'origine des tirs. Ils ne voient ni rien, seulement le mur noir de la nuit désertique. Les rapports qui affluent sont impossibles. Les observateurs avancés affirment que les impacts proviennent d'un vecteur situé à près de 5000 mètres, 3 miles,
Le commandant se fige. 3 miles. C'est impossible. Il est physiquement impossible qu'un obus de char à énergie cinétique parcourt 3 miles et frappe une cible mobile ou retranchée avec une force létale. La dispersion serait d'énorme. Les optiques nécessaires pour voir aussi loin de nuit n'existent pas dans leur inventaire. Les Soviétiques leur ont assuré que le char T-72 était le prédateur suprême de la guerre terrestre, blindage frontal, épais puissant canon de 125 mm, profil bas conçu pour résister à ce que l'OTAN avait de mieux à offrir. Et pourtant ils sont démantelés un par un fantôme. C'est la réalité terrifiante de la guerre du Golfe, un conflit qui allait exposer brutalement l'écart technologique entre l'Est et l'Ouest. Mais avant de révéler la machine responsable de ce massacre, il faut comprendre le mystère comment un camp pouvait voir dans l'obscurité tandis que l'autre était laissé pour y mourir. De retour dans la tourelle, le commandant irakien fait un calcul fatal. Il suppose que puisqu'il ne peut pas voir l'ennemi ne peut pas le voir. Il ordonne à son conducteur de reculer afin de quitter la position hull down et de chercher un meilleur abri, puis il active son projecteur infrarouge, un faisceau ioneractif destiné à assister son système de vision nocturne. À l'œil nu, ce faisceau est invisible, mais dans l'obscurité à des kilomètres de là, une suite de capteurs capte ce faisceau, comme une fusée éclairante dans une pièce sombre. Les équipages irakiens l'ignorent, mais ils mènent une guerre contre des voyageurs du temps. Ils utilisent une technologie des années 1970 contre une machine qui a introduit l'ère numérique sur le champ de bataille. L'ennemi ne tire pas simplement mieux. Il fait des calculs que les concepteurs soviétiques n'avaient jamais pris en compte. Le commandant attend que la frappe aérienne se termine. Il croit subir un bombardement. Il ne réalise pas qu'il est traqué par un seul véhicule terrestre. Un prédateur immobile, totalement silencieux, observant sa signature thermique sur un écran vert lumineux. La confusion dans les rangs irakiens est totale. Ils tirent à l'aveugle dans l'obscurité, espérant neutraliser de l'infanterie ou des véhicules légers. Ils gaspillent leurs munitions sur des ombres. Ils croient livrer un combat conventionnel, où la portée est dictée par la vue. Ils ont tort. Les règles de l'engagement ont changé. La distance entre les combattants n'est pas seulement physique, c'est un saut générationnel en matière de létalité. Et alors que l'aube menace de poindre le lion de Babylone, la fierté du corps blindé irakien est sur le point de comprendre qu'il n'est pas le chasseur, il est la proie. La panique sur la ligne de front se transmet instantanément au quartier général. Divisionnaire irakien enfoui profondément dans un bunker de béton armé à des kilomètres derrière le remblai. L'air à l'intérieur est saturé de fumée de cigarettes et du bourdonnement statique des radios soviétiques R-123. Des officiers supérieurs se penchent sur des cartes tactiques, crayons gras à la main. Ils tentent de tracer l'avance ennemie, mais les données n'ont aucun sens. Les rapports, en provenance des brigades blindées de première ligne, sont hystériques, fragmentés et contradictoires. La brigade 46 signale 20% de pertes. Un officier des transmissions crie le casque plaqué contre l'oreille. Ils affirment être sous un feu d'artillerie intense. L'artillerie ne frappe pas des cibles mobiles par impact direct, rétorque sèchement le général. L'artillerie crée des cratères. Ces rapports parlent de tourelles arrachées. Ils parlent de pénétration nette. C'est du tir direct. Le général fixe la carte. Il trace une ligne entre les positions signalées de ces T-72 et les positions connues de la première division blindée britannique.
Il mesure la distance entre son pouce et son index. L'écart est énorme, 4000 mètres, peut-être 5000. Il jette le crayon. Impossible. Dans les années 1970 et 1980, les militaires soviétiques enseignaient une version très précise de la physique. Ils affirmaient que la portée effective maximale d'un combat de chars était dictée par la courbure de la Terre, les limites des optiques et la dispersion du canon. Selon tous les manuels fournis par Moscou, un engagement de chars se déroulait à 2000 mètres. Au-delà, ce n'était que de la chance. On tirait des obus explosifs à fragmentation en espérant neutraliser les capteurs. On ne tirait pas de flèches perforantes pour tuer. Si les rapports sont exacts, l'ennemi tire depuis des distances où un char T-72 apparaît plus petit qu'un grain de riz dans le viseur. Toucher une cible aussi minuscule en mouvement de nuit exige un niveau de précision mathématique qui ne devrait pas exister sur un champ de bataille. Le général se tourne vers ses conseillers techniques. Des missiles TOW utilisent-ils des hélicoptères? Négatif, mon général. La météo les cloue au sol. Trop de fumée. Aucun hélicoptère. Alors, ce sont les Américains, les M11. C'est une pensée terrifiante, mais même les renseignements sur le char Abrams américain évoquent une portée de destruction de 2500 mètres. Ce qui se passe là-dehors dans l'obscurité dépasse les capacités connues des blindés de l'OTAN. De retour sur la ligne de front, la terreur psychologique brise les équipages irakiens. À l'intérieur des T-72 encore opérationnels, les tireurs sont aveugles. Leur vision nocturne repose sur l'infrarouge actif. Ce système utilise un puissant projecteur infrarouge monté à côté du canon. Il projette un faisceau de lumière infrarouge invisible à l'œil nu qui éclaire le désert pour leur propre viseur. C'est comme utiliser une lampe torche dans une forêt sombre. Cela fonctionne, mais présente un défaut fatal. Si l'ennemi dispose de viseurs thermiques passifs, une technologie qui voit la chaleur, plutôt que la lumière, allumer ce projecteur infrarouge revient à se suicider. C'est l'équivalent d'allumer une fusée éclairante et de la brandir au-dessus de sa tête en criant « Je suis ici ». Les équipages irakiens connaissent cette théorie, mais ils n'ont pas le choix. Ils ne voient rien. Le désespoir prend le dessus. Un à un, les chars T-72 allument leurs projecteurs, tentant de repérer le prédateur qui les dévore vivants. À 3 miles de là, dans les lignes britanniques, ce geste scelle leur destin. Les tireurs ennemis ne regardent pas à travers des optiques en verre. Ils regardent des écrans numériques, les signatures thermiques des chars irakiens brillant d'un blanc éclatant sur le fond froid du désert. Lorsque les Irakiens allument leurs projecteurs, ils éclatent sur les écrans britanniques comme des supernovées. Le massacre s'accélère. Le mystère s'épaissit lorsqu'une unité de reconnaissance parvient à inspecter une carcasse détruite pendant une brève accalmie des combats. Les survivants s'attendent à trouver les traces brûlées d'une charge creuse d'un missile ou d'une roquette ayant percé le blindage, ce qui expliquerait la portée. Les missiles peuvent voler sur des kilomètres. À la place, ils découvrent un petit trou net, une blessure d'entrée cinétique. Le métal autour du point d'impact s'est comporté comme un liquide éclaboussé vers l'extérieur sous la force pure de l'impact. Il s'agissait d'une flèche en métal massif, se déplaçant si vite qu'elle a transformé la plaque de blindage en laitier, en fusion, au moment du contact. Cette découverte glace le sang des enquêteurs. Les missiles peuvent voler sur 3 miles, mais pas les flèches de métal massif. La friction et la résistance de l'air les ralentissent. Percer le blindage frontal d'un char T-72 à 3 miles exige une vitesse initiale
et une conception de projectile qui définit la compréhension soviétique de la balistique. L'armée irakienne possède la plus grande flotte de chars de la région bâtie, sur la doctrine de la masse et de la force écrasante. Mais elle découvre que la masse est sans importance si l'on ne peut pas atteindre la distance de combat. Ils sont comme un boxeur avec une allonge d'1 mètre affrontant un tireur d'élite armé d'un fusil. À mesure que le soleil commence à percer la fumée des puits de pétrole, l'ampleur de la destruction devient visible. Des carcasses en feu jalonnent l'horizon. Des tourelles sont plantées dans le sable comme des pierres tombales. Et pourtant l'ennemi reste introuvable. Les survivants se replient en diffusant un dernier message terrifiant vers Bagdad. Nous combattons des fantômes. Nous mourrons avant même de voir l'éclair. Une question obsède l'esprit des commandants. En retraite, quelle machine peut calculer le vent, la température, l'humidité et l'usure du canon pour placer un tir dans la tourelle d'un char depuis un autre code postal? Et plus important, encore pourquoi l'Union soviétique, la superpuissance supposée qui les a armés, ne les a-t-elle jamais avertis? La réponse se trouve dans une pièce d'ingénierie britannique que les critiques avaient rejetée, raillée pour sa complexité et presque annulée avant même que la guerre ne commence. Alors que le soleil dissipe la brume matinale, le champ de bataille révèle une nouvelle ironie cruelle. Les commandants irakiens, désormais désespérés, s'accrochent au seul avantage qu'ils pensent encore posséder le terrain. Ils replient leurs divisions blindées restantes, les dissimulant profondément dans les environnements urbains et derrière de lourdes fortifications en béton. S'ils ne peuvent pas gagner le duel dans le désert ouvert, ils forceront l'ennemi à combattre à courte distance. Ils savent que les Abrams américains et les anciens Chieftain britanniques reposent sur des pénétrateurs à énergie cinétique des flèches dépendantes de la vitesse. Or la vitesse décroît avec la distance, et contre le béton, ces flèches peuvent parfois surpénétrer ou se briser sans provoquer le spalling catastrophique nécessaire pour tuer un équipage retranché dans un bunker. La stratégie irakienne est rationnelle fondée sur la physique des canons, à âme lisse, utilisés par l'Union soviétique et par presque toutes les nations de l'OTAN. Les canons, à âme lisse, sont comme des fusils de chasse, conçus pour la puissance brute et la haute vélocité parfaite pour tirer des flèches, mais dépourvus de la finesse requise pour la démolition à longue portée. Puis survient le retournement. Un observateur irakien, caché dans une minuscule position à des miles de distance, observe à travers des jumelles. Il distingue la silhouette des chars ennemis franchissant une crête. Ils ne ressemblent pas aux Abrams. Ils sont plus anguleux, plus lourds, leurs tourelles recouvertes de blocs de blindage supplémentaires qui brisent leur silhouette. Ils se déplacent étrangement, glissant sur les dunes rugueuses avec une grâce fluide presque aquatique. Contrairement aux secousses mécaniques brutales des T-72, le char ennemi s'arrête. La tourelle pivote dans un silence inquiétant. Elle vise un complexe de bunkers, une position en béton armé qui devrait être à l'abri du tir direct des chars à cette distance. Le canon fait feu, mais ce projectile se comporte différemment. Il ne vole pas à plat et à grande vitesse comme une flèche. Il décrit une trajectoire courbe, suivant un arc soigneusement calculé, retombant dans l'air comme un obus d'artillerie. Il frappe le mur de béton du bunker. Il n'y a pas de cri strident de perforation. À la place, un choc sourd, suivi d'une explosion retardée et dévastatrice. Le béton ne se fissure pas, il se pulvérise. L'onde de choc traverse le mur, arrachant des éclats meurtriers de béton de la surface intérieure, déchiquetant les hommes
et le matériel dissimulé à l'intérieur. L'observateur, irakien, est stupéfait. Ce n'est pas un canon de char, c'est un fusil de précision croisé avec un obusier. Les rapports remontent vers le renseignement. L'ennemi utilise un système d'armes qui défie les standards actuels de l'OTAN. Tandis que les Américains et les Allemands ont adopté des canons à âme lisse pour maximiser la vitesse de leurs flèches, cette machine britannique mystérieuse a conservé une technologie jugée obsolète, un canon rayé. Les rayures, à l'intérieur du tube, font tourner le projectile, lui conférant une stabilité gyroscopique. Elles permettent aux chars de tirer des obus explosifs à tête écrasable, les HESH. Ce ne sont pas des flèches, ce sont des explosifs plastiques qui s'écrasent contre la cible avant de détonner, créant une onde de choc qui ignore l'épaisseur du blindage et détruit l'objectif de l'intérieur. Et puis, survient le record impossible. Dans la chaleur de l'engagement, un équipage britannique repère une unité de chars irakiens T-55, tentant une manœuvre de flanc. La distance est absurde. Le télémètre laser clignote, signalant un avertissement. La cible se trouve à plus de 4700 mètres, presque 3 miles. Dans un T-72, le tireur n'essaierait même pas. Le viseur manque de grossissement, l'ordinateur manque de données balistiques et le canon manque de précision. Ce serait gaspiller un obus. Mais à l'intérieur du char britannique, le tireur reste calme. Il ne fait pas les calculs dans sa tête. Un ordinateur des années 1980 primitif, selon les standards actuels, mais révolutionnaire pour son époque, calcule la rotation de la Terre, le vent de travers, la température de la charge propulsive et la flèche du canon. Le commandant donne l'ordre. Feu. L'obus semble suspendu dans l'air, pendant ce qui paraît une éternité. Les secondes s'égrènent. 1, 2, 3, 4. L'équipage irakien, au loin, n'a aucune idée qu'il est déjà mort. Ils roulent et respirent, pensant à leur prochain repas. Ils n'entendent pas le tir. L'obus voyage plus vite que le son de son propre départ. Impact. Le char T-55 se désintègre. C'est la destruction char contre char la plus lointaine de l'histoire militaire. Un tir effectué depuis une distance équivalente à environ 50 terrains de football, alignés bout à bout. Le moral irakien s'effondre. Ils affrontent une machine capable de passer instantanément d'un sniper hyper véloce à une charge de démolition destructrice de bunkers. Ils affrontent un char qui ne manque jamais. Le lion de Babylone est démasqué comme un tigre de papier, non pas parce que les soldats irakiens manquent de courage, ils se battent avec acharnement, mais parce qu'ils ont apporté un couteau à un combat nucléaire. La technologie soviétique en laquelle ils avaient en confiance, les chargeurs automatiques, les canons à âme lisse, les projecteurs infrarouges, est devenue leur cercueil. Mais quelle est exactement cette machine? Quel est le nom de la bête que les Britanniques ont amenée dans le désert? Et pourquoi son succès a-t-il été un choc, non seulement pour les Irakiens, mais aussi pour le gouvernement britannique lui-même, qui avait failli annuler tout le programme quelques mois seulement avant la guerre? La réponse se trouve dans un char conçu autour d'une philosophie unique et obstinée, la survie et la précision à tout prix. Le mystère qui a terrorisé la garde républicaine irakienne et déconcerté les observateurs soviétiques avait un nom. Ce n'était pas un Abrams américain. Ce n'était pas un prototype secret venu du futur. C'était une machine qui, 4 ans plus tôt à peine, était devenue la risée de l'OTAN. C'était le Challenger 1. Pour comprendre l'ampleur du choc ressenti sur ce champ de bataille désertique, il faut remonter à 1987, lors d'une prestigieuse compétition de tir de char de l'OTAN connue sous le nom de Canadian Army Trophy. L'équipe britannique du Challenger 1 s'est humiliée.
Ils étaient lents. Ils étaient imprécis. Leurs systèmes de conduite de tir étaient bogués et difficiles à utiliser. Ils finirent derniers. Les Américains avec leur M1 et les Allemands avec leur Léopard regardèrent le char britannique avec pitié. Le gouvernement britannique était si embarrassé qu'il envisagea de mettre au rebut toute la flotte de Challenger avant même qu'elle ne voie le combat. Ainsi, lorsque la guerre du Golfe éclata, le renseignement irakien, alimenté par des rapports soviétiques, écarta la menace britannique. Il s'attendait à ce que les Challengers soient lents, peu fiables et aveugles. Ils commirent une erreur fatale. Ils confondirent une compétition en temps de paix avec la guerre réelle. Dans l'environnement aseptisé d'un champ de tir, la vitesse est primordiale. Mais dans le cauchemar chaotique, sale et sans visibilité du désert irakien, deux choses comptent plus que tout, la survie et les optiques. Et dans ces deux domaines, le Challenger 1 n'était pas un échec. C'était un monstre. La première partie de l'équation impossible était le blindage. Lorsque les chars irakiens, une ou deux fois parvinrent à placer un coup, un événement rare, ils observèrent avec horreur leurs obus se briser simplement à l'impact. Le Challenger 1 était enveloppé de blindage Shobham, un matériau composite hautement classifié, développé dans le plus grand secret dans le Surrey, en Angleterre. Contrairement à l'acier moulé des chars soviétiques, le Chobham était un sandwich de céramique d'acier et de couches élastiques. Lorsqu'un projectile à énergie chimique, comme une roquette RPG ou un obus HIT, le frappait, les tuiles de céramique se fragmentaient, perturbant le jet de métal en fusion. Lorsqu'une flèche cinétique l'atteignait, les densités variables des couches brisaient la tige en deux. Pendant toute la guerre du Golfe, bien qu'engagé au cœur des combats, les plus violents pas un seul, Challenger 1 ne fut détruit par le feu ennemi. Les tankistes irakiens tiraient sur un fantôme qui en plus était invulnérable. Cela brisa leur volonté. Ils affrontèrent un char capable d'ignorer leurs meilleurs tirs, comme la pluie glisse sur un pare-brise. La seconde partie de l'équation. La raison pour laquelle les Irakiens mouraient dans l'obscurité était le TOGS, le système d'observation et de tir thermique, tandis que les Américains intégraient leur viseur thermique directement dans l'optique principale du tireur. Les Britanniques montèrent le TOGS dans un boîtier blindé, séparé, sur le flanc de la tourelle. Les critiques le jugeaient encombrant, mais dans le désert, c'était de la magie. Il offrait une image thermique d'une clarté et d'une résolution exceptionnelle, alors que les commandants irakiens plissaient les yeux. Derrière des prismes de verre poussiéreux, les commandants britanniques regardaient un écran de télévision. Ils pouvaient voir la chaleur s'élever du bloc moteur, d'un T-72 à des kilomètres de distance. Ils pouvaient voir les têtes des membres d'équipage irakiens dépassant des trappes. Ils pouvaient distinguer un camion d'un char grâce à la signature thermique des roues. Le TOGS transforma la nuit en jour. Il permit aux Britanniques d'engager des cibles bien avant que les Irakiens ne sachent qu'une bataille avait commencé. Les fantômes que les Irakiens redoutaient n'étaient que des hommes regardant des écrans, sélectionnant calmement leurs cibles. Mais le véritable choc, le moment qui réécrivit les livres d'histoire, survint le 26 février 1991. Un Challenger 1 du Royal Scots Dragoon Guards tenait une position le long du périmètre. Le commandant balayait l'horizon à l'aide du TOGS. Le paysage était une étendue plate vibrante, noyée de chaleur et de poussière. « Contact », annonce le commandant. « Char ». Le tireur regarde son écran. Il voit un minuscule point lumineux à l'horizon. C'est un char irakien, probablement un T-55 ou un T-62 se déplaçant latéralement. Le télémètre laser clignote. La distance est stupéfiante,
4700 au mètre, soit presque 3 miles, 9 miles pour être exact. Dans n'importe quel autre char, au monde même dans l'M1 américain, le commandant aurait dit « hors de portée ». Les ordinateurs balistiques de l'époque n'étaient tout simplement pas programmés pour garantir un coup au but à une telle distance. La marge d'erreur était microscopique. Une rafale de vent, une fraction de degré de fléchissement du canon, ou une légère erreur dans l'estimation de la température de la charge propulsive auraient envoyé l'obus à des centaines de mètres de la cible. Mais le Challenger disposait du canon rayé L11A5. La plupart des chars modernes utilisent des canons à âme lisse, des tubes lisses, comme des mousquets, pour tirer des flèches sabotées à des vitesses extrêmes. Ils sont rapides, mais à très longue portée, ils peuvent perdre en stabilité. Le canon britannique lui était rayé. Des rainures hélicoïdales usinées à l'intérieur du tube faisaient tourner le projectile comme un quarterback lançant un ballon de football américain. Cette rotation conférait à l'obus une stabilité gyroscopique. Cela signifiait que même à 3 miles, le projectile resterait fidèle à sa trajectoire. L'équipage décide de tenter le tir. Ce n'est pas seulement une décision tactique, c'est un défi. Fin en action. Le chargeur enfonce violemment dans la culasse un obus flèche à uranium appauvri stabilisé par Eilette. Il le suit d'une charge propulsive en sac. La poudre n'est pas contenue dans une douille en laiton, mais dans un sac de soie, une méthode à l'ancienne qui permet un stockage sûr et une puissance massive. Chargé. Le tireur place le réticule sur le point blanc pixelisé. L'ordinateur calcule l'avance. La tourelle bourdonne en effectuant des micro-ajustements. Feu. Le canon de 120 mm rugit. Le char massif recule sur sa suspension. À cause de la distance, l'équipage a le temps d'attendre. Le projectile quitte le canon à plus de 3500 miles par heure. Mais même à cette vitesse, il lui faut plus de 5 secondes pour franchir l'écart de 3 miles. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi. Pour l'équipage irakien, à 3 miles de là, il n'y a aucun bruit. L'obus voyage à une vitesse supersonique. Il arrive avant le fracas du tir. 5 Mississippi. Sur l'écran du TOGS, le point blanc s'embrase d'une lumière aveuglante. L'énergie cinétique de la flèche en uranium, appauvrie frappant l'acier à cette vitesse, est cataclysmique. Elle ne se contente pas de pénétrer, elle liquéfie l'intérieur du char. Le carburant s'enflamme, les munitions explosent, le char irakien cesse d'exister. L'équipage britannique reste silencieux un instant, observant l'épave en flammes sur l'écran. Ils viennent de réaliser la destruction char contre char, la plus longue de l'histoire militaire, un record qui tient encore aujourd'hui. Pour l'Union soviétique, qui observe depuis la ligne de touche, c'est une catastrophe. Toute sa doctrine militaire reposait sur l'idée de réduire la distance. Il pensait pouvoir foncer sur les forces de l'OTAN, pénétrer dans la zone des 2 kilomètres et utiliser leur supériorité numérique pour submerger l'Ouest. Le Challenger 1 a prouvé qu'il n'arriverait jamais assez près. Les Britanniques ont démontré qu'avec des optiques supérieures et la précision d'un canon rayé, ils pouvaient détruire une division de chars soviétiques avant même que ceux-ci ne puissent les voir. Le T-72, fierté du marché d'exportation, s'est révélé être un piège mortel, l'excuse du modèle singe, selon laquelle les Irakiens utilisaient des versions dégradées, n'y change rien. La physique est implacable. L'Ouest pouvait voir dans l'obscurité. L'Ouest pouvait tuer à 3 miles de distance. L'Ouest était impénétrable. Le choc n'était pas que les Irakiens étaient perdus. Le choc, c'était qu'un char que les Britanniques avaient failli jeter à la poubelle venait de démolir la réputation de suprématie blindée soviétique.
Le Challenger 1 avait rempli sa mission. Il fut finalement remplacé par le Challenger 2, une bête encore plus redoutable qui conserva le canon rayé et la philosophie de la protection avant tout. Mais le fantôme de cette guerre du désert demeure. Les tankistes irakiens qui ont survécu racontent des histoires sur la bête du désert qui les chassait dans l'obscurité. Ils parlent de la confusion, de la terreur, de voir leurs camarades exploser sans avertissement, et de la prise de conscience que leur équipement, les boucliers d'acier auxquels ils confiaient leur vie, n'était rien de plus que du papier face à l'acier britannique. L'histoire de la guerre est souvent écrite par les vainqueurs, mais les leçons sont apprises par les vaincus. Dans les sables d'Irak, la leçon était claire. La technologie compte, mais la bonne philosophie, la foi dans la précision. La survie des équipages et la résilience de l'ingénierie comptent davantage encore. Les Britanniques n'ont pas seulement gagné une bataille de chars, ils ont résolu le mystère de la guerre blindée moderne.